l'un des premiers films d'OVNI. Les mouvements brusques de l'objet montrent des changements de vitesse et de direction presque instantanés qui ont suscité curiosité et confusion parmi le public et la communauté scientifique, aucun appareil terrestre de l'époque ne pouvant réaliser cela. Tandis qu'il filmait d'un hélicoptère pour le compte de la marine américaine le 15 avril 1966, le photographe professionnel Lee Hanson a tourné ses images d'un objet volant au-dessus de l'île de Catalina, en Californie. L'engin n'avait ni aile ni empennage et faisait 9 mètres de diamètre et se déplaçait à environ 250 km/h. Aucun signe de système de propulsion n'était visible. Ce film, pris par James Waters au Colorado le 23 juillet 1963, montre un ovni se déplaçant dans le ciel à très grande vitesse, suivi par un second. Voici le même film au ralenti. Une analyse a montré qu'aucun appareil terrestre ne pouvait voler aussi vite. Fin décembre 1978, un nombre record d'ovnis a été signalé par les opérateurs radars et des pilotes dans la région de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Juste avant minuit, le 30 décembre 1978, le journaliste Quentin Fogerty et une équipe de télévision s'envolent à destination de Christchurch. Peu après le décollage, Fogerty est informé par le radar au sol qu'ils sont suivis par plusieurs ovnis. Durant le vol de 50 minutes, les ovnis ont été vus et filmés par l'équipe et l'équipage. Les descriptions parlent d'une base lumineuse et d'un sommet transparent. Les objets réalisaient d'incroyables figures aériennes. Ce plan fixe a été tiré du film. Johannes von Buchla. J'ai la nette impression que la civilisation humanoïde va très probablement essayer de trouver d'autres civilisations humanoïdes dans la Voie lactée. Si nous prenons seulement la Voie lactée comme notre espace de voyage, je ne parle pas de civilisation extragalactique, la possibilité de trouver des civilisations humanoïdes serait toujours intéressante. Tout comme nos astronautes que nous envoyons au loin à la recherche de la vie, nous essaierons probablement de trouver une vie qui soit elle aussi humanoïde. Si un astronaute a l'occasion de trouver une planète avec une vie végétale ou animale, ou une planète avec une vie humanoïde, il est probable qu'il aille sur la planète où il y a une vie humanoïde. Et donc, ça ne devrait pas nous surprendre que les visiteurs extraterrestres soient toujours décrits comme humanoïdes. La série de photos et de films qui suit a été prise par des astronautes. Pendant leur séjour dans l'espace, ils ont eu de nombreuses rencontres avec des ovnis et celles-ci sont aujourd'hui révélées après des dizaines d'années de silence. C'est lors du vol spatial de Gemini 4 le 3 juin 1966 que l'astronaute James McDivitt a pris cette photo d'un objet cylindrique. Lors de la mission de Gemini 7, l'astronaute Frank Borman a vu ces deux objets volants en formation. Lors de la mission Mercury 1, le 20 février 1962, John Glenn a pris cette photo de deux objets étincelants. Lors de la mission Gemini 11, le 13 septembre 1966, Pete Conrad et Richard Gordon ont observé un groupe d'ovnis près de leur capsule. Ils les ont décrits comme grands et très brillants. Au cours de la mission Apollo 11, en juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont vu ces deux ovnis en orbite autour de la Lune. Les astronautes ont filmé ces extraordinaires objets brillants depuis Apollo 11 et ont rapporté au centre spatial Johnson de Houston, au Texas, que les ovnis les avaient même accompagnés jusqu'à la Lune. De nombreux astronautes ont fait leurs propres films au cours de leur mission dans l'espace. Ce film pris par James McDivitt montre sur un seul plan assez long les remarquables capacités acrobatiques des ovnis. Les astronautes rencontrent des ovnis si régulièrement qu'ils font maintenant partie de leur vie quotidienne.
Pourtant, des consignes leur interdisent de parler de ces rencontres au public. L'un des premiers à rompre le silence est l'ancien astronaute Brian O'Leary, professeur de physique et astronome à l'université de Princeton. Il a proposé pour la première fois de parler de la réalité de ces visiteurs venus d'un autre monde. Brian O'Leary. Ce que je sais de ma propre expérience et des recherches et des études scientifiques, c'est que le phénomène OVNI et certains autres événements sont une réalité, si incroyable que cela puisse paraître. C'est finalement arrivé. Le premier homme a posé le pied sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Pendant leur marche sur la Lune, un grand ovni éclatant de lumière s'est arrêté au-dessus de leur tête. Alors qu'ils étaient en orbite autour de la Lune, un grand objet est resté visible assez longtemps avant de disparaître soudainement. Cet ovni a été vu au-dessus du site d'atterrissage. Cet ovni en forme de cigare a été photographié depuis le module de commande en orbite autour de la Lune. Lors du vol primordial d'Apollo 11, les astronautes ont plusieurs fois rapporté au centre de contrôle de la mission qu'ils étaient escortés par des objets volants non identifiés. Après s'être posés sur la Lune, les astronautes ont déclaré que les ovnis étaient toujours présents à bonne distance au-dessus d'un énorme cratère. Ils étaient très conscients d'avoir été observés tout au long de leur mission. Also like Sun Valley Camp. Yeah, powder. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. No, May's the month. May, that's right. May is the year of the month. When them much to my surprise, a pair of the eyes. Hello, Ryan, it's Houston. Hi there, we lost you for a while. Yeah, we sure did. Ce bond de géant jusqu'à la Lune a marqué la naissance de l'ère spatiale. Les voyages dans l'espace ont ouvert à l'humanité des possibilités sans nombre d'explorer de nouvelles frontières. La NASA projette déjà de développer des colonies sur certaines planètes, à commencer par Mars. Professeur Jesko von Puttkamer, spécialiste de l'espace au bureau directeur de la NASA. L'espace offre une croissance illimitée. On ne peut obliger une forme vivante quelconque à cesser de grandir. Les gens ont besoin de croître, d'avoir plus de place et de nouvelles frontières. L'accès à l'espace le leur fournit. Donc, la Lune, et en particulier Mars, en tant que nouvel environnement, apporteront l'espoir aux futures générations dans de nombreuses décennies dans l'avenir, de pouvoir continuer à se développer. Si nous ne le faisons pas, la Terre restant limitée, notre race devra cesser de croître, totalement, complètement. Autrement, nous détruirions l'environnement et je doute que cette proposition de cesser de croître soit acceptée par toute forme vivante, y compris les humains. Les gens veulent s'épanouir, avoir des enfants. L'influence compulsive de nos origines est l'énergie qui alimente la vie elle-même. Le but de notre existence est de nous rapprocher toujours plus de la source de la création par l'expansion de nos horizons et de nos espèces, et d'explorer les frontières de l'infini qui constituent notre héritage. Professeur Jesko von Puttkamer. L'autre aspect de la question, c'est que pour poursuivre notre croissance intérieure, nous devons avancer à l'extérieur. En ce qui me concerne, j'ai toujours été convaincu que pour chaque pas fait à l'extérieur, nous devions aussi faire un pas à l'intérieur, rentrer en nous-mêmes. Il nous est impossible d'aller explorer Mars ou d'aller explorer l'univers si en même temps nous ne nous explorons pas nous-mêmes pour devenir des êtres plus complexes, mieux cernés, plus respectueux. Ce n'est pas vraiment une nécessité, je crois que c'est plutôt une fatalité, c'est une loi naturelle.
qui dit que si nous faisons un pas en direction de Jupiter ou de Mars, et si nous envoyons nos sondes spatiales, nous allons changer, que nous le voulions ou non. C'est un changement dans la conscience. Et nous allons commencer à nous poser des questions auxquelles nous n'avions jamais pensé. Rien que de voir la Terre de l'espace comme une seule petite balle de ping-pong a déjà causé une révolution dans le domaine de l'environnement. Les protecteurs de l'environnement ont mis la photo de la Terre vue de l'espace sur leur bannière, comme un symbole, un mandala. Alors l'espace et son effet de recul, donc la vue de la Terre à partir de l'espace, a aidé à engager une révolution de la conscience de la Terre, les gens la considérant maintenant comme un vaisseau spatial vulnérable qui a besoin d'être réparé et entretenu. Voici quelques impressions d'astronautes qui, pour la première fois, voient la Terre. En regardant notre magnifique planète, on est frappé par la beauté de l'endroit où nous sommes nés. C'est une splendide planète vivante qui traverse le grand vide noir de l'espace. J'ai compris que l'homme avait besoin de recul pour connaître la Terre, pour voir ce qu'il ne peut voir de près. Pas seulement regarder sa beauté, mais aussi pour s'assurer qu'il ne nuit pas à la nature de façon irréversible. Le premier jour dans l'espace, nous nous montrions nos pays respectifs. Le troisième ou le quatrième jour, nous ne désignions plus que nos continents. Mais le cinquième jour, nous ne regardions plus qu'une seule et même terre. La Terre est une gamme de couleurs. Vous en voyez les couleurs et votre âme les ressent comme une musique. Elle est tellement vulnérable qu'il faut en prendre soin. Cependant, un autre astronaute a dit, dans ce silence total de l'espace, des questions essentielles jaillissent du plus profond de nous-mêmes. Où est ma place dans tout ceci? Que signifie je, moi? Chris Griscom. Tous les enfants sont avides d'explorer l'univers parce que c'est une reconnaissance inconsciente que l'univers est notre source et que nous appartenons à quelque chose de plus grand que les dernières limites de notre monde physique et de notre environnement immédiat. Tout être humain regarde les étoiles la nuit et se demande s'il y a quelque chose là-bas qui peut être contacté, qui peut nous aider à comprendre le mystère de la vie et même le but de notre existence. Au cœur de ce miracle vivant qu'est la création, la science a commencé à déceler la présence d'autres dimensions d'existence vivant dans des mondes parallèles aux nôtres. Cela signifie que dans l'espace qu'occupe notre système solaire, d'autres systèmes solaires peuvent exister avec une vibration différente. Tout ce qui arrive dans ce monde a une influence sur les autres mondes à un certain degré. Les vaisseaux mers pénètrent très rarement dans l'atmosphère terrestre. Mais exceptionnellement, un tel vaisseau volant à basse altitude au-dessus de l'Allemagne en 1980 a pu être filmé. L'objet a été vu par d'autres témoins dans un village des alentours qui ont déclaré avoir vu 3 appareils plus petits sortir du premier. Ils ont rapporté que l'appareil faisait au moins 30 mètres de long. Ce film d'un vaisseau mer en forme de cigare a été pris à Rhode Island en Amérique le 3 juin 1967. Le balancement du vaisseau est commun à la plupart des apparitions d'OVNI. Des appareils de cette taille et de cette forme ont été signalés partout dans le monde. Cette photo aérienne a été prise par Inaki Ozis lors d'un vol à 8000 pieds d'altitude le 13 février 1968. C'est probablement le même vaisseau mer en forme de cigare qui a été photographié au Texas 10 jours plus tard. Durant les quelques jours suivants, un objet répondant à la même description a été signalé par plusieurs témoins.
D'autres civilisations essaient de nous convaincre que la technologie a un but plus constructif quand elle est utilisée dans l'intérêt de tous. Nous avons atteint le stade où il faut nous demander si nous sommes prêts à vivre dans un monde où c'est l'usage de la technologie destructive qui dicte le développement de notre planète. Thomas Burdен. Demandons-nous ce que la technologie qui est utilisée dans le monde d'aujourd'hui essaie vraiment de faire, dans la science.